Donc, merci à vous trois, Charles, David et Clément, d'être parmi nous ce soir et de venir partager sur les design systems. Donc, du coup, avant de démarrer, je vous laisse un petit peu vous présenter et puis aussi présenter votre design system. Comme ça nous donnera un petit peu de contexte sur votre design system dans votre entreprise. Du coup, je te laisse la parole, David. Ça marche. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle David Davissante. Je suis en charge du design system à NG et aussi du site ng.design. Donc, ça fait 3 ans que je travaille à NG Digital. Donc, le design system a lui aussi 3 ans maintenant. Donc, en gros, l'équipe a pas mal changé au fur et à mesure du temps. Donc là, vous voyez l'équipe actuelle. Sachant que des personnes sont plus ou moins à 50%, on le verra après dans le sujet de la résilience. On a actuellement une librairie Figma en light et en dark. Il y a à peu près 35 composants. Donc le trade design, voilà, c'est comme vous voyez, c'est qu'il y a le light et le dark pour pouvoir gérer les interfaces dans des contextes spécifiques de nuit, par exemple, pour les opérateurs. On a environ 10 contributeurs réguliers qui correspondent à l'équipe design and digital. Et on a aussi quelques contributeurs externes and digital. On a, côté technique, on a une lib en Vanilla JavaScript et une librairie en Angular et en React. Angular étant la dernière qui est en construction. Et les sujets du moment sont l'accessibilité et potentiellement les web components pour se débarrasser de ces vilains frameworks JavaScript. Voilà pour ma part. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui. Yes. Ouais, c'est bon. Bon bah voilà, moi c'est Clément, je suis product owner sur le design system. En fait je suis product owner à 50% et je suis à 50% sur un autre projet chez Airbus. Ça fait 8 ans que je fais du design, j'ai un double master en design d'interactivité et en administration des entreprises. Et ça fait 3 ans que je travaille chez Airbus et 2 ans que je suis sur le design system avec ce rôle de PO. Donc là, en ce moment, dans l'équipe design system, on a un designer, un PO, moi-même et un front-end développeur. Donc avant, on avait 12 personnes dans l'équipe. Donc je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé après dans les différentes questions qu'on va aborder. Donc, on a une solution pour les designers qui est sur Sketch et sur XD. Donc, la version XD va sortir bientôt. On a une cinquantaine de composants dessus. Globalement, il y a 5 personnes qui ont contribué sur le design system de manière un peu active. Et on a trois librairies web, donc du CSS, de l'Angular et du React. Du coup, les sujets du moment, c'est on est en train de refaire un nouveau site pour présenter le design system. On travaille aussi sur la partie dark theme, qui est quelque chose d'assez demandé. Voilà. Ok, c'est mon tour. Donc bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Charles-Antoine, donc je suis le product leader du design system du groupe ADO et designer depuis 10 ans maintenant. Le groupe ADO, c'est pas, enfin ça parle pas à tout le monde, mais c'est le groupe auquel appartiennent les marques Leroy Merlin, Bricoman, Zodio, Weldom, Alice Delis et d'autres marques. Nous, notre design system, on l'a mis en place il y a 4 ans maintenant. Et il y a 3 ans, on a décidé d'avoir un design system plutôt global. Donc à la base, c'était plutôt un design system dédié au site e-commerce de Leroy Merlin France. Et on a pris la décision d'aller plutôt sur un design system global pour l'ensemble du groupe. Donc notre design system, il comprend aujourd'hui de la documentation, une trentaine de composants. Dispo dans 7 technos différentes. Donc, on a FreeMarker, Vue 2 et Vue 3, des Web Components. On a du Flutter en cours et on a rajouté récemment aussi du React. Aujourd'hui, donc, on a un design system qui est multimarque, qui est utilisé donc pour Leroy Merlin, pour le site e-commerce et aussi pour les outils collaborateurs et fournisseurs, et aussi pour les outils internes du groupe ADO.
Et nos sujets du moment, donc c'est l'accessibilité, où on a déjà commencé à rendre accessibles certains de nos composants et on envisage de mettre à disposition des librairies iOS et Android pour 2022. Bien, merci à vous trois pour cette petite introduction. J'espère que ça donne un peu plus de contexte aux gens qui nous écoutent. Donc, comme on peut le voir, hein, c'est des design systems qui ont quelques années d'expérience, enfin d'existence dans l'entreprise. Et justement, on voulait aborder ce sujet-là et du coup, la résilience du design system et comment on peut faire durer justement le design system dans le temps. Et on en a discuté un petit peu en off avant, mais vous avez tous les trois des expériences par rapport à tout ça et des expériences qui… alors Clément, je te laisse démarrer. C'est une expérience qui est liée un petit peu avec la passade Covid. Ouais, bah, en fait, pendant les différents confinements, on a fait une petite pause en fait, sur le design system. On a redirigé en fait, les compétences sur d'autres sujets en fait, qui sont apparus pendant cette période-là, qui étaient assez critiques hein, dans l'industrie et surtout dans l'aéronautique. Donc, on a dû se concentrer sur d'autres sujets en priorité. Donc, c'était un petit peu un crève-cœur de notre côté parce qu'en fait, on avait une équipe qui a énormément grossi en un an et demi, et mettre un coup d'arrêt comme ça alors qu'on était sur une pente ascendante depuis pas mal de temps, c'était un petit peu dommage. Mais d'un autre côté, ça nous a permis de découvrir d'autres choses. Moi, ça m'a permis de me lancer sur un autre projet et de travailler sur les interfaces dans les cockpits d'avion. Donc, voir après comment on peut essayer de mettre en place éventuellement cette démarche de design system là-dessus. Et puis, en fait, on a continué à donner les accès aux personnes qui le demandaient pendant toutes ces phases de confinement et à maintenir les KPI. Et en fait, le fait de maintenir ces KPI et de montrer qu'en fait, la demande, elle avait quadruplé après le confinement, en fait, enfin, pendant le confinement, parce que les projets cherchaient des leviers pour pouvoir continuer à faire des choses sur leur application à moindre coût. Ça nous a permis de relancer l'activité avec une équipe réduite sur l'année 2021. Et du coup, là, on pense qu'on est reparti sur une petite pente ascendante pour l'année prochaine. Voilà de mon côté. Donc, le secret des KPI. Et du coup, cher Antoine, je te laisse un peu nous partager ton expérience sur la résilience de votre design system. Ouais. Les années. Nous, de notre côté, on a été peu impacté dans l'équipe par la crise. En fait, ça nous a permis vraiment de se concentrer sur là où on veut vraiment créer de la valeur. Et derrière, en fait, ça nous a permis aussi de prouver l'efficacité en fait, du design system. Du jour au lendemain, les magasins étaient fermés, donc en fait, les équipes, elles ont dû rebondir hyper rapidement. Donc pour servir au mieux les clients, pour assurer une continuité en fait de service pour nos clients. Par exemple, si les clients avaient besoin de granulés pour chauffer. Donc Leroy Merlin, il a dû s'adapter très rapidement dans les jours qui ont suivi l'annonce du confinement pour adapter le site. Et donc, le design system a permis aux équipes de pouvoir mettre en production des pages très rapidement sans que les designers aient à se poser la question de est-ce que je dois prendre ce bouton tel arrondi ou autre. La documentation les a aussi accompagnés pour utiliser les bons composants et se concentrer vraiment sur le parcours, le message des pages que choisir son petit radius, par exemple, sur Figma. Donc, nous, derrière, côté résilience, en fait, la plus grosse problématique, en fait, ça a surtout été de comment on est passé d'un design system qui est utilisé par une équipe, donc à la base plutôt Leroy Merlin France pour le site e-commerce, à un design system global. Donc derrière, il a fallu aussi convaincre, donc ça veut dire convaincre la direction, aussi les équipes, les leaders, les product owners pour essayer d'amener tout le monde dans la même direction et bien faire comprendre qu'on travaille tous pour le même groupe et pas juste pour la réussite de son projet. Et derrière, forcément, ça veut dire des changements de mindset aussi pour les designers où, via le design system, forcément, on enlève un peu l'aspect
créatif qu'un designer peut avoir, parce qu'on propose déjà des librairies avec un style prédéfini. Et on demande surtout aux designers d'être compositeurs au lieu de créateurs. Donc, on veut vraiment axer nos designers sur l'expérience qui sera livrée derrière auprès des utilisateurs. Et après, forcément, il faut accepter que la dette continue à se créer à différents endroits pour se capitaliser là où ça résonnera le plus en fait, au sein de l'entreprise. Du coup, David, tu peux enchaîner. Il y a des choses communes avec Clément et Charles-Antoine. Nous, ça fait 3 ans qu'il est sorti le design system. Au cours de ces 3 ans, il y a eu différentes phases. Ça n'a pas toujours été une énorme croissance. On a alterné en fait des phases, ce que je dirais, de production et de pause ou de réflexion, on va dire. Voilà, pendant un trimestre, il nous arrivait de développer plein de composants, d'en sortir, et puis dans un autre trimestre, d'être plus sur du retour utilisateur, de réfléchir dans quelle direction on allait aller. Puisqu'un design system, ça peut partir dans toutes les directions. C'est un peu le problème des design systems. Et sinon, au niveau équipe aussi, je suis le seul à temps plein depuis 3 ans. Les autres personnes qui travaillent dessus sont plutôt à 50% parce qu'elles travaillent sur d'autres projets d'Engie, ce qui est aussi un atout puisque comme ça, elles peuvent utiliser le design system et le tester sur le terrain. Et ce qui nous donne aussi des retours, puisque si on crée un design system en chambre comme ça, sans vraiment se mettre dans la peau de l'utilisateur, ça va pas forcément dans la bonne direction. Donc, au niveau de la résilience, il a fallu gérer en fait le changement d'équipe, on va dire, pas régulier, mais d'alterner des personnes qui sont prises ou pas prises, etc. Donc, au quotidien, ça peut être assez épuisant, donc il faut tenir bon, sachant qu'on n'a pas forcément un budget annuel pour faire tourner 6 personnes à temps plein, par exemple. Donc voilà, il faut trouver des astuces, des combines et accepter que parfois, il y a des phases un peu de pause. Mais ça permet aussi de prendre du recul, de regarder, OK, ça, on l'a fait, est-ce que c'était bien utile, est-ce qu'on avait le retour, etc. etc. Et après, au niveau de la résilience dans le temps, il y a de la patience. C'est-à-dire qu'au début, c'est comme un produit, on le lance. Il y a une espèce d'inertie qui fait qu'au début, personne ne le connaît. Les gens ne comprennent même pas ce que c'est, pourquoi, où ça va. Donc, il faut être patient, expliquer. Vulgariser, et puis au fur et à mesure, on commence à convaincre certaines personnes, plus ou moins haut placées, et puis parfois ça fait boule de neige. Donc voilà, il y a aussi de la patience sur cet aspect-là. Et enfin aussi, sur notre approche qu'on a toujours eue, c'était une approche plutôt, pas flex, mais ouverte, c'est-à-dire qu'on ne l'imposait pas, on proposait, en essayant de convertir, de persuader au fur et à mesure par les preuves, plutôt qu'essayer d'imposer, de dire voilà, c'est comme ça, vous devez utiliser, etc. Donc, au fur et à mesure, on a eu de l'adoption par des gens qui étaient convaincus à la cause, plutôt que comme si c'était encore imposé par Engie France, parce qu'Engie est assez centralisé sur la France, du coup, ça pouvait nuire à l'adoption de BU qui sont à l'autre bout du monde. Donc voilà, donc aussi une approche qui a fait partie de la résilience du design system de Fluide, donc de Engie, c'est le fait qu'on soit assez souple aussi sur les modalités d'usage et comment on onboard les gens. Voilà. Ouais, effectivement, la souplesse, du coup, ce qu'on observe assez souvent, c'est que la construction d'un design system, on se lance, ça paraît être une super aventure dans la création du UI kit et tout ça, et puis rapidement, en fait, on est rattrapé par la réalité des choses où on se lance dans quelque chose qu'on maîtrise peu, et il y a des éléments perturbateurs qui viennent arriver, et si on avait pu, par exemple, vous donner un conseil sur comment mieux vous préparer justement à ces éléments perturbateurs, quel aurait été ce conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne? Ou quel est le conseil que vous donneriez? C'est bon? Ouais. Je pense qu'avec du recul, si je pouvais me parler à moi-même 2 ans et demi avant, je me dirais plus en fait de prendre le temps, pas forcément d'essayer d'onboarder un maximum de projets tout de suite,
mais plutôt prendre quelques projets où on connaît des designers, on connaît des développeurs, les suivre un petit peu dans l'adoption et dans la création en fait, de leur application ou de leur service avec le design system, et de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas, et avec ça, en fait, d'avoir une base d'applications déjà en ligne qui peuvent servir de base référente pour d'autres projets, en fait. Parce que ce qu'on avait décidé au départ, c'était de diffuser en fait, le système massivement dans l'entreprise en faisant énormément de communication, des événements live, de poster beaucoup de choses sur notre réseau social interne. Et en fait, ça partait un peu dans tous les sens. Les gens se l'appropriaient, ils réutilisaient des parties, mais on perdait aussi en cohérence sur certaines applications et même au sein d'une même famille d'applications. Donc, il y a cet aspect-là. Et aussi, dès le début, en fait, considérer la création du design system comme un plan stratégique en plusieurs phases, en fait, avec plusieurs modèles d'équipe en fonction de la taille d'équipe et avec différents modèles de contribution. Et essayer à chaque fois d'atteindre certaines étapes avant de passer sur un autre modèle, avant de développer une certaine maturité produit ou une maturité de service, et y aller petit à petit, en fait, en plusieurs phases, et pas forcément essayer de diffuser le système le plus rapidement possible partout où on peut, sans forcément surveiller tout ce qui se passe, en fait. Donc, avoir un peu plus de contrôle sur la façon dont c'est utilisé pour avoir un résultat plus intéressant à la fin sur les applications. Voilà. Merci. Je ne sais pas si Antoine, David, vous avez des conseils? Ouais, je peux enchaîner. Moi, souvent, le premier conseil que je donne, c'est de pas faire de design system. En fait, souvent, après, quand j'échange de ça avec des gens, j'essaie déjà de percevoir s'ils veulent lancer un design system parce qu'ils ont vu 2-3 articles sur ça et parce que forcément, c'est le truc quand même un peu hype du moment. Je leur dis surtout d'abord d'identifier en fait quel est le vrai besoin dans leur projet, dans leur entreprise, parce que faut pas se cacher, c'est un produit qui est quand même très coûteux. Il faut passer du temps. Quand je vois par exemple sur LinkedIn, sur des CV, des gens qui ont mis en place un design system en un mois, j'ai quand même de légers doutes sur la qualité du design system derrière. Et il y a quand même derrière beaucoup d'articles, en fait, on voit, enfin, par rapport à tous les articles qu'on peut lire, on ne voit pas la difficulté réelle de mettre en place ça. Et moi, souvent, en fait, je leur dis, bah, commencez pas par un design system, faites d'abord un UI kit, en fait. Itérez d'abord sur ce UI kit, sachant que le UI kit, l'idée, c'est quand même de le propager au sein du groupe pour tous les designers, pour qu'ils aient au moins un outil du quotidien avec lequel ils vont pouvoir travailler correctement. Donc, derrière, ça veut dire mettre en place des conventions de nommage, structurer correctement son UI-kit, faire en sorte que les composants réagissent correctement quand on vient changer la taille d'un élément, quand on vient rajouter du texte, passer à la ligne ou autre, définir les différents états. Donc, ça veut dire qu'on a souvent des rollbacks comme sur la première version de cette UI-kit. On fait plein de rollbacks parce qu'on se rend compte de ce qui va, de ce qui ne va pas. Parfois, on va mettre en place quelque chose où on se dit c'est ma logique, donc tout le monde va la comprendre, sauf qu'en fait, en réalité, on se rend compte que c'est peut-être trop complexe. Donc, beaucoup tester aussi son UI-kit, et à partir du moment où ça devient quand même assez mature, un des conseils qui est important que je pourrais donner, c'est de faire en sorte de l'inscrire en fait dans l'organisation. Parce que sinon, derrière, vous allez batailler en fait après chaque rencontre avec des équipes pour essayer de les sensibiliser à l'idée, de faire en sorte qu'ils rejoignent aussi un peu votre cause. Et d'inclure aussi le maximum d'équipes dans un kick-off, d'identifier aussi les profils qui vont être vraiment moteurs par rapport à ça. Les designers qui vont pouvoir aussi vous accompagner dans la construction en fait, de tout cet écosystème. Ok, bien d'un autre côté, ANJ, en fait, au tout début, en fait, il y avait deux fichiers sketch quand je suis arrivé. Et du coup, nos premières actions, ça a été de simplifier. En gros, ça devait aboutir à 2 design systems. Je me suis dit, oula, 2 design systems, déjà, un, c'est compliqué. Alors, 2, comment ça va se faire? Donc, on a déjà simplifié. Mais par la suite, on a rapidement sorti en fait, une lib côté sketch, côté code et le site internet en même temps, ce
Ce qui fait qu'on a eu tout de suite trois gros trucs en même temps. Entre les sortir, enfin, les faire, ça va, c'est simple, mais après, il faut les maintenir, il faut récupérer les bugs, tout ça. Donc, on est tout de suite arrivé dans une logique de pression un petit peu ou de résultats. Ce qui fait que peut-être si 3 ans en arrière, j'aurais peut-être, comme dit Charles-Antoine, d'abord sorti une librairie côté design uniquement, déjà de faire ses preuves, parce que c'est par le design étant en amont du code, déjà s'il y a une harmonisation côté design, c'est pas mal, peu importe la techno ou le code derrière qui est fait. Et ensuite, d'avoir fait la librairie en code dans un deuxième temps. Nous, on a fait les deux en même temps, on fait les trois en même temps d'ailleurs avec le site aussi. Et toute la doc, on n'en parle jamais assez souvent, mais un design system, c'est beaucoup de documentation. Et ça prend du temps. Il faut la maintenir parce que sans documentation, les gens, ils n'ont pas de mode d'emploi en fait. Voilà, si un conseil, effectivement, je peux te donner pour pouvoir perdurer, effectivement, c'est encore avoir de la patience, mais surtout, il y a les step by step. Et aussi avoir des projets pilotes pour mieux éprouver, comme n'importe quel produit d'ailleurs, et aussi avoir en fait une preuve à l'appui pour convaincre en fait. C'est-à-dire qu'on a fait des use cases sur certains sites qui nous ont permis ensuite, potentiellement par le bouche-oreille, de convertir d'autres business units à NG. Voilà, si s'entourer de projets pilotes en disant bah voilà, celui-ci a utilisé le design system, vous avez des feedbacks et en plus ça vous sert ensuite, vous pouvez faire une interview ou un use case là-dessus. Je trouve qu'il y a un double enjeu à le faire. Donc voilà, conseil général, c'est y aller step by step, pas viser trop gros. Nous, on a commencé à engager les échanges avec la direction de la communication, je crois peut-être 1 an après l'avoir sorti ou un peu moins. Donc, c'est aussi embarquer la communication, ça rajoute aussi, pas de la complexité, mais ça a des points de vue, donc il faut les embarquer, il faut expliquer, il y a des échanges. Donc voilà, il faut y aller étape par étape et pas forcément viser tout de suite quelque chose de trop gros que vous ne pourrez pas forcément maintenir dans le temps, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on est bien d'accord sur tous ces points et je pense que ça vaudrait le coup de formaliser justement ces différents points que vous avez soulevés. Je pense on essaiera de faire des résumés sur tous ces points-là pour peut-être susciter une discussion après l'événement. Ça pourrait être sympa. Mais effectivement, s'adapter, c'est la clé du succès. Dans les sujets que vous avez mentionnés là sur la résilience, il y avait aussi, c'était aussi en lien avec un point qui est assez important, c'est les métriques. Clément, toi, tu disais que le design system, il avait survécu justement par rapport à tout ça. Comment vous gérez justement ces sujets-là au sein de vos entreprises? Est-ce que vous avez des énormes boards qui sont donnés à des comités? Comment vous gérez justement aller chercher toutes ces infos-là et comment, de par ces infos et toute cette data, en fait, vous arrivez à- à prendre des décisions, à faire perdurer votre design system ou autre. Du coup, Clément, je te laisse peut-être partager sur Ouais. comment vous gérez ça à Airbus. Ouais, alors ce sujet des métriques, c'est un sujet qu'on n'avait pas du tout envie de traiter au début parce qu'on voulait construire un produit, on voulait parler à des gens, on voulait diffuser un petit peu la bonne parole dans toute l'entreprise. Donc ce truc-là, on l'a mis assez de côté pendant pas mal de temps. Un jour, on nous a demandé en fait de justifier certaines choses par rapport à notre activité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à essayer de récupérer de la donnée. En fait, on a commencé tout simplement par balancer un petit peu des questionnaires sur les gains de productivité que pouvaient avoir les designers et les développeurs avec des sortes d'échelles en fait où ils pouvaient nous dire que bah, depuis qu'ils utilisent le design system, ça a amélioré pas mal de choses dans leur workflow au quotidien. Et en fait, on s'est mis à récupérer un petit peu tout et n'importe quoi en termes de données. Donc au début, c'était vraiment manuel, hein. Donc, à chaque fois qu'on avait, en fait, on a mis en place un système de demande pour accéder au design system. Et du coup, moi, ça me permettait de voir qui le demande, quel était son métier, quel était le projet dans l'entreprise, de pouvoir l'onboarder correctement, donc lui donner accès au fichier, lui expliquer comment ça fonctionne,
si c'est un développeur, le mettre en relation avec notre tech lead pour qu'il puisse l'accompagner sur son projet, voir un petit peu les éléments qu'il a besoin. Et puis après, des choses un peu plus poussées sur le nombre de composants qui sont réutilisés par les designers. Donc, on a un développeur qui a fait un script pour parser un petit peu les fichiers Sketch et récupérer toutes les instances des symboles qui sont réutilisés dans une librairie. Donc, ça nous permet aussi de voir une sorte de taux de consistance en fait, d'un fichier Sketch de designer. Alors, ce n'est pas pour le noter, hein, mais c'est pour se dire que, par exemple, on a des super fichiers, on a 86% du fichier qui réutilise des composants du UIKit. Et puis, on a certains fichiers qui n'utilisent que 15%. Des fois, c'est justifié ou pas. Mais c'était intéressant de voir ça, en tout cas. Sur la partie développement, c'est un peu plus complexe parce que du coup, il faut accéder aux codes en fait, qui sont sur l'ensemble des repos GitHub. Ce n'est pas forcément évident. Et globalement, on a 4 piliers. On a un pilier sur l'adoption, le taux de couverture, la productivité et les coûts. Les coûts qu'on calcule avec, par exemple, l'effort combiné pour créer un composant. Donc, combien de temps ça prend en termes de design, en termes de développement, de qualité, d'accessibilité, etc. Et on fait une moyenne sur les composants qu'on a créés dans l'équipe Design System, combien de temps ça nous a pris, combien de sprints. Et ensuite, on regarde le nombre de composants qui sont réutilisés en moyenne sur les projets. On multiplie par le nombre de projets qui utilisent le design system et ça nous donne une estimation des coûts en fait, qu'on a fait économiser dans l'entreprise. Et en fait, ce qui nous a sauvés, c'est que en fait, c'est la donnée que je pensais être la moins utile. Et en fait, c'était les demandes d'accès au design system. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait énormément... En fait, la demande a quadruplé pendant le premier confinement. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un vrai outil pour les projets, pour les développeurs, pour les designers, pour gagner en productivité et améliorer la qualité sur leurs services. Donc, nous, après, ça nous a permis d'expliquer à nos managers pour relancer l'activité que, en fait, il y a encore plus de gens qui l'utilisent, c'est encore plus demandé. On a la communauté qui grossit, on a 250 personnes actives, designers, développeurs, qui l'utilisent au quotidien. Et voilà, donc moi, si j'ai un petit retour d'XP à vous donner là-dessus, c'est essayer de récupérer le maximum de données, parce que vous ne pouvez pas savoir à quel moment vous allez avoir besoin de telle ou telle donnée. Vous pouvez présenter celle que votre manager vous demande, mais essayez d'avoir votre dashboard à vous avec vos données à vous, parce que ça peut vous aider dans le futur si jamais il y a un autre Covid, on ne sait jamais. Voilà. Merci. David, tu veux peut-être Ouais. partager? Je sais que vous avez aussi cette dimension dashboard. Il y a pas mal de données que vous allez chercher. Oui, sur les métriques, alors on avait, en fait, dès le début, vu qu'on a sorti un site, j'ai directement mis, pour pas faire de pub, Google Analytics et Google Tag, pour traquer l'audience, en fait, tout bêtement, hein, c'est déjà une première chose, c'est facile à mettre en place. Et Google Tag pour traquer un petit peu tout ce qui était téléchargement du fichier Sketch, en l'occurrence, ou tous ceux qui allaient sur le GitHub, ou ceux qui allaient sur NPM pour la gestion des paquets Node. Donc voilà, déjà à partir de ça, un petit peu voir si ça croît, où est-ce que les gens cliquent, etc. Et ensuite, je crois que j'ai assez rapidement voulu un petit peu savoir. On n'avait pas forcément au début un besoin d'avoir des datas. On avait mis le minimum, Google Analytics et Google Tag pour un petit peu voir les choses. Et puis au fur et à mesure, on nous demandait qui utilise le design system, etc. Donc la manière dont on l'avait déployé, c'est-à-dire plutôt de manière open source, notamment la partie code, on a plutôt des données quantitatives que qualitatives. C'est-à-dire qu'on va avoir un nombre de téléchargements ou d'installations, on ne saura pas qui l'a fait, c'est l'open source. On n'est pas là pour récupérer des datas sur les gens. Donc, il y a eu, et on a encore des hésitations à mettre, par exemple, de l'authentification sur le site pour savoir qui se connecte et qui demande quoi. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément tranchées. Après, sur les métriques, on a mis en place un dashboard qui regroupe. En premier lieu, c'était plutôt pour l'équipe, pour avoir un aperçu. On suit la communauté.
Donc, tout ce qui est Teams, Slack, le nombre de posts, le nombre d'activités sur ces posts, etc. On suit aussi tout ce qui est abonnés à notre newsletter. Et puis après, on a une partie sur le design. Donc là, c'était tout ce qui était avec Sketch, on n'avait pas beaucoup de data. Et donc, quand on est passé à Figma, ça a été un peu la délivrance. Puisque Figma, il faut un compte pour l'utiliser. Donc déjà, on a eu un nombre de membres. On a aussi des équipes. On a aussi donc, les nombres d'insertions de composants par librairie, savoir quelle équipe a inséré quel composant est détaché. Donc voilà, on a eu beaucoup plus de stats sur la partie design. Ce qui nous a permis d'avoir plus de données, de se dire peut-être ce composant il n'est pas très utilisé, etc. Et au fur et à mesure, ce dashboard, on a ajouté ces données de Figma. Alors c'est à la main, mais bon, voilà, tous les mois, je fais un report en fait. Et ça nous a permis aussi de le montrer au fur et à mesure à d'autres personnes, de voir où ça en est, de suivre les courbes, etc. Donc voilà, sur les métriques. Et ensuite, sur le site, on a fait des questionnaires comme Clément aussi, voilà, plus pour savoir si les gens ils étaient contents, qu'est-ce qu'ils voudraient, etc. Et donc, dans la continuité, moi, je voulais rapidement aboutir à ce que ça soit la communauté qui choisisse les nouveaux composants. Donc, on a utilisé un outil sur le site qui permet en fait de soumettre un feedback. Et les gens, en fait, ils peuvent voter de manière publique et ça priorise les composants. Donc, par exemple, là, le top composant, alors c'est pas un composant, mais c'est les emails. NG, ils aimeraient bien avoir des templates d'emails. Après, ça peut être par exemple le date picker ou d'autres composants comme ça. Mais voilà, c'est priorisé. La communauté vote, c'est ce qui nous fait un feedback, enfin, un backlog public priorisé. Donc ça a été très utile pour nous, l'équipe. Ça nous donne des métriques de savoir, voilà, on avait plutôt un coverage de composants plutôt pour les sites vitrines, pas de l'applicatif. Donc là, voilà, on a des demandes de composants plus, on va dire, applicatifs, métiers. Donc ça a été intéressant aussi au niveau des métriques. Et voilà, après, on aimerait aller beaucoup plus loin sur la partie code. Typiquement, on a des packages par librairie, donc un package Angular, React et puis Vanilla JavaScript. Et le truc, c'est que là, on a juste un téléchargement global, donc on aimerait savoir les installations par composant, mais il faudrait faire d'un package par composant, ce qui demanderait un peu de refacto. Mais c'est aussi une possibilité pour avoir plus de suivi. Donc voilà. Et puis après, comme je disais aussi, l'authentification potentiellement pour savoir qui va sur le site ou autre, mais on avait considéré que ça pouvait nuire à notre adoption et donc on avait laissé pour l'instant ouvert. Voilà pour ma part. Je te laisse la parole, Antoine. Merci. Alors, nous, côté Matrix, c'est un peu comme ce que vient de raconter David. On a mis en place des OKR. Avant la mise en place des OKR, on avait des objectifs, mais qu'on voyait quand même très loin. On était très ambitieux quand on a mis ça en place, de se dire on va un design système multimarque et international. On avait ça en tête, mais derrière, on avançait step by step, mais c'était quand même assez compliqué. Et à partir du moment où on a mis en place des OKR, donc c'est des OKR qu'on a fait valider aussi par la direction. Ce qui est important aussi de souligner sur ça, c'est que même si mettre en place en fait un design système, c'est cool, c'est quand même compliqué et la priorité, c'est de travailler pour le groupe et pas forcément pour soi. L'idée, c'était vraiment de mettre en place des OKR qui répondent aussi aux objectifs du groupe. Donc derrière, à partir du moment où on a mis en place ces OKR, on a eu un suivi aussi trimestriel avec la direction sur ça pour s'assurer qu'en fait, le design system, on ne fait pas parce qu'on trouve ça cool, mais vraiment pour répondre à des gros objectifs du groupe. Par rapport à ça, à partir du moment où on les a mis en place, on a avancé beaucoup plus rapidement. Côté Figma, pareil. Alors avant avec Sketch, c'est une grosse problématique. On n'avait aucune data. C'était très compliqué. On avait essayé des outils tiers pour ça, mais on n'avait pas trop confiance derrière sur ça. Et à partir du moment où on est passé sur Figma, moi de mon côté, pareil, je fais du report. Donc je fais de la data review toutes les 2 semaines. J'ai pris les 2 librairies les plus utilisées. Nous, notre problématique, c'est qu'on a des fichiers par composant, sauf pour les éléments de formulaire où là, on a tout mis dans le même fichier, mais ça nous permet de mieux gérer le theming. Donc, j'ai pris les composants les plus utilisés et avec le tracking, au moins, ça nous a permis aussi de voir si les composants sont utilisés.
Pareil, de voir aussi si les composants sont détachés, essayer de comprendre pourquoi ils sont détachés. On peut voir aussi au niveau du pourcentage quelles sont par exemple les équipes qui consomment le plus les composants et qui les consomment le moins. Pareil, en fonction de ce pourcentage-là, ça nous permet d'aller voir aussi les équipes qui ne consomment pas pour essayer de comprendre pourquoi elles ne consomment pas. Est-ce que c'est parce que ça ne répond pas à leurs besoins ou autre. Après, pareil, on utilise NPM pour suivre un peu pour les packages. Donc, pour les packages sur NPM, nous, ça nous donne surtout une tendance, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de mise à jour, on n'a pas forcément de téléchargement des packages. Et après, on utilise aussi Hotjar sur le site. Ça nous a pas mal aidé Hotjar pour refondre le site au fur et à mesure. Là, on a une grosse refonte qui est prévue pour 2022, mais rien qu'avec les zones de chaleur sur les zones de clic, ça nous permettait de voir en fait ce qui était utilisé ou non. Donc, par exemple, au début, on mettait en place en avant différentes catégories du site parce qu'on pensait que c'était hyper important pour les designers. Sauf qu'en réalité, on s'est rendu compte au fur et à mesure que les utilisateurs voulaient surtout accéder en fait à la documentation des composants et pas forcément directement arriver sur du Get Started. Et après, pareil, on a mis en place des petits questionnaires en direct sur le site, même des chats, un chat pour répondre en direct aux utilisateurs qui ont un souci. Par exemple, la semaine dernière, j'ai un développeur qui n'arrivait pas à installer les icônes sur son projet, donc j'ai pu lui donner la bonne page, lui expliquer ce qu'il fallait installer, tout ça pour que ça puisse fonctionner sur son projet. Et après, moi, de mon côté, je fais des meetings hebdomadaires avec les designers pour qu'on discute tous d'un composant pour s'assurer que le composant qui va être release prochainement réponde à la majorité des besoins des designers du groupe, qu'on ne priorise pas juste un cas spécifique et qu'on fasse en sorte que ça puisse vraiment s'adapter à beaucoup de use cases. Et je réfléchis. Ouais, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Après, Clément et David en ont pas mal dit aussi. Mais ouais, mais en tout cas, un des gros points, c'est surtout d'avoir des objectifs clairs. Enfin, nous, personnellement, les OKR, ça a vraiment changé notre manière d'avancer sur le projet. Et ça, justement, les métriques, est-ce que c'est des choses que vous avez taclées dès le début et ou sinon, comment ça a fait en fait évoluer le projet, le fait d'avoir implémenté, de travailler avec des OKR ou des KPI? Ouais, alors nous, les métriques, c'est un truc qu'on n'avait pas du tout implémenté au début. On avait mis le fichier Sketch sur un site public. Les gens pouvaient télécharger le fichier, l'utiliser comme ils voulaient. Donc, on n'avait aucune donnée sur qui l'utilisait, pour quelle raison, pour quel projet, tout ça. Mais ce n'était pas notre but au début. Notre but, c'était vraiment de le diffuser au maximum. Et en fait, du coup, on a rollback. On a supprimé le fichier Sketch du site public et on a mis un formulaire à la place où les gens devaient justifier en fait un usage avant de télécharger le UIKit. Et au début, en fait, pour nous, pour les designers, pour les développeurs qui bossent sur le design system, ça nous paraît un petit peu fastidieux comme sujet à attaquer. Et puis, nous, on est déjà convaincus en fait, que le système, c'est important pour l'entreprise. On le voit tous les jours, l'impact que ça peut avoir sur les gens qui font les applications. Donc, nous, on est convaincus et ça nous saoule un petit peu de faire ce travail-là, de récolter des données pour défendre un truc. On est déjà convaincus. Mais en fait, les managers ou les personnes qui gèrent des gros projets, ils ont pas forcément cette connaissance en fait, sur les avantages et les inconvénients d'un design system et ce que ça peut apporter, en tout cas dans l'entreprise. Donc, il faut le faire pour eux. En fait. Nous, à partir du moment où on a commencé à récolter des données, au début, c'était un petit peu long et compliqué à maintenir, mais en fait, ça apporte tellement de bénéfices sur le long terme. Et nous, ça nous a clairement sauvés pour faire redémarrer l'activité après le Covid, enfin, après les confinements. Ouais, après, c'est vrai que ça permet de convaincre, mais ça permet aussi de prendre des décisions. Je pense que vous avez des choses à dire, Charles et David. Enfin, même Clément, je pense que toi, ça a permis aussi de prendre certaines décisions, notamment sur des priorités. Ouais, prioriser la roadmap, certaines épiques par rapport à d'autres.
Parce que des fois, on n'est pas capable de trancher sur les priorités dans l'équipe. Donc, le fait d'intégrer les besoins utilisateurs directement via des surveys en fait, qu'on va faire avec eux, ou même en faisant des interviews, en leur posant quelques questions, du coup, ça nous permet de prendre certaines décisions intéressantes pour la conduite du produit, quoi. Oui, comme tout produit d'ailleurs, hein, design system ou pas, il faut avoir une logique similaire, hein, d'aller chercher directement sur le terrain. Parce que si vous faites des composants et puis derrière ils ne sont pas utilisés, quel intérêt, quoi. Si juste pour votre plaisir, c'est ça. Après, nous, enfin, en tout cas, à Edge Digital, j'ai jamais vraiment eu de pression pour la data. Ça c'est un peu, en fait, à partir du moment où on a commencé à aborder la direction de la communication d'Engie et la marque, des sites corporate d'énergie ont commencé à changer en utilisant le design system, ce qui a tout de suite donné, voilà, quelqu'un qui est néophyte sur le sujet, il voit tout de suite, ah, ça change, ah oui, d'accord, ça ressemble au design system, et du coup, ça a donné comment dire, une légitimité à Fluid, le design system. Malgré ça, je pense qu'il est quand même important d'avoir des données. Comme je l'ai dit, Go Analytics au tout début, j'aimerais y passer plus de temps, mais ça demande pas mal d'investissement, d'aller chercher de la donnée, de l'analyser, surtout d'aller la chercher. J'avoue qu'il y a des sujets que je n'ai pas encore craqués, de savoir, enfin, typiquement, savoir quel BU utilise le design system digital, enfin NG, pardon, c'est difficile à part mettre une authentification et encore, ça prouve rien. Donc, je ne sais même pas en fait si la question de savoir qui l'utilise, est-ce que c'est une bonne question? Est-ce qu'on a un besoin de savoir qui l'utilise? Est-ce que c'est vraiment ça la question à laquelle il faut répondre? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les métriques, il faut les adapter en fonction de votre entreprise, quoi, et de votre équipe. C'est pas parce qu'un tel, peut-être un tel, ça va être un nombre de projets, un tel, ça va être un nombre de composants, un tel, ça va être un nombre de développeurs impliqués sur le projet. Voilà. Je pense que ça peut évoluer en fonction de l'équipe et du contexte. Moi, de mon côté, les métriques, on n'y pensait pas du tout au début. Par contre, en fait, c'est à partir du moment où on a commencé à nous demander des chiffres. En fait, on en avait en tête, on avait des tendances en tête, mais c'est vrai qu'on se concentrait surtout sur le support, sur accompagner les équipes, tout ça. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on sort des chiffres, c'est beaucoup plus facile en fait pas de faire accepter tes idées, mais en fait de donner une valeur en fait à ce que tu es en train de raconter. Quand tu expliques que derrière, tu vas gagner en cohérence, tout ça, enfin que la finalité, il y a quand même un énorme gain business à quand même utiliser un design system. Par exemple, au mois d'août, sur les éléments de formulaire, on a eu 170 000 insertions d'éléments de formulaire. Donc derrière, on se dit, si on n'avait pas le design system, ça veut dire que 170 000 composants seraient répartis un peu partout dans les fichiers, mais ne seraient pas reliés à un master. C'est-à-dire qu'à la moindre mise à jour, en fait, tu es obligé soit chacun fait sa live, soit chacun est obligé de suivre la mise à jour qui aurait peut-être été faite sur un fichier distinct et derrière de subir un peu les mises à jour de ce composant. Donc derrière, en fait, ça nous a permis, nous, d'être plus facilement écoutés. Au moins, les personnes avec qui on parlait voyaient qu'on n'était pas là forcément pour juste dire on veut mettre en place un fichier, on trouve ça cool. Il y avait un truc vraiment concret derrière. En tout cas, dans les échanges, on ne parlait pas juste de composants, on savait relier ça à de la valeur, quoi. Je regardais en même temps le temps. Je pense qu'on pourrait passer des heures aussi à comment tacler ce sujet KPI. J'avais prévu d'autres questions de relance et je me dis qu'on pourrait peut-être continuer la discussion sur Design System France, enfin, le Slack de Design System France dans le channel dédié. Et du coup, peut-être qu'on peut passer aux questions des personnes du chat. Je vais en sélectionner quelques-unes parce que du coup, je suis vraiment navré en fait, qu'on ait dérapé dans le temps en fait, par rapport à tous ces trolls là, de début du mythe. Il y avait une question qui était à partir de quelle taille de structure ou de chiffre d'affaires la mise en place d'un design system
fait-elle sens? Quid d'une petite PME ou d'une petite entreprise? Je ne sais pas si Bon, l'un d'entre vous ça veut va répondre. dépendre de plein de choses en fait. Parce que le maintien, on va dire, c'est quand même assez conséquent, mais derrière, ça dépend aussi des équipes. Ça dépend aussi de leurs compétences, on va dire, sur Figma. Quelqu'un qui est très junior sur les outils, on va dire, qui connaît l'atomic design, mais qui en réalité ne comprend pas réellement comment mettre en place l'atomic design dans les fichiers, va mettre énormément de temps en fait à maintenir les fichiers. Donc, ça va dépendre de la compétence du designer qui va gérer les UI kits. Côté dev aussi, comment maintenir des librairies et les mettre à dispo pour tout le monde. Après, forcément, si c'est une petite entreprise qui n'a pas forcément de budget, si ça crame 2 jours par semaine par ressource, ça peut être problématique quand même, quoi. Ouais, la grosse valeur ajoutée du système, c'est surtout en fait de pouvoir apporter une cohérence visuelle à un écosystème applicatif. C'est possible de mettre en place un design system pour quelques produits. Moi, je pense surtout à Blablacar, par exemple, où ils ont une app mobile native. Enfin, ils en ont plusieurs, Android, iOS, et ils ont une plateforme web. Pour eux, ça a du sens parce que il y a un intérêt de cohérence en termes de parcours utilisateur et d'identité sur l'ensemble des plateformes. Pour nous, chez Airbus, c'est plutôt avoir une cohérence en fait, sur une multitude d'applications qui vont être utilisées par les mêmes end-users. Mais nous, on parle d'un parc applicatif de 6000 applications environ, 6000 applications différentes. Donc, il y a besoin d'homogénéiser certaines choses et pas de refaire à chaque fois les mêmes choses. Après, c'est vrai que si c'est une entreprise qui a un seul site Internet, je ne pense pas que ce soit forcément la priorité de mettre en place un design system. Peut-être juste une charte graphique ou des guidelines, ça peut être complètement suffisant au début. Tant qu'il n'y a pas de multiplateformes, plusieurs projets, peut-être plusieurs sous-marques aussi, ce n'est pas forcément nécessaire d'aller très loin. Mhm. Oui, bah, plus ou moins d'accord, hein. Ça peut être, je veux dire, moi, avant de faire du design system, je faisais déjà des librairies en code qui s'apparentaient à un design system, au moins que dans un même projet, voilà, on refasse pas 15 000 boutons ou je sais pas quel élément et qu'on ait au moins une page qui rassemble les composants qui composent une interface. Voilà, après, peut-être vous faites des design systems sans le savoir ou peut-être pas, mais enfin, c'est difficile. La vraie question, ce serait plutôt pourquoi on veut un design system plutôt qu'à partir de quelle taille critique. C'est à quoi on veut répondre en faisant un design system. Si c'est pour effectivement unifier l'expérience, je pense que c'est un bon point. Si c'est juste en faire un parce que c'est à la mode, bon, vous avez la réponse. Mais voilà, c'est coûteux parce qu'il faut le maintenir. C'est comme, quand on fait une librairie en code. En fait, en code, c'est assez commun. Il y en avait déjà avant. Enfin, des gens font des librairies, font des plugins à la disposition d'une communauté. En design, c'était un peu moins courant, la contribution. Ça arrive avec la community. C'est plus on partageait. Et c'était dans un sens, il n'y avait pas vraiment de retour, de mise à jour. Donc, il y a vraiment cette partie à prendre en compte enfin, le design system, ça doit être utilisé par des communautés, pas juste dans un sens, quoi. Après, il y a aussi le fait qu'avant, les outils ne le permettaient pas vraiment. On était sur Photoshop avant et quand on créait ce qui pouvait ressembler à des masters à l'époque, le texte n'était pas éditable. Donc, c'était assez compliqué en fait de mettre en place. On était toujours obligé d'ouvrir un fichier master, récupérer les calques, les glisser dans son fichier. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est sûr, ça dérape. C'est vrai. Il y avait une petite question au tout début entre quelle est la différence entre un design system et un UI kit. Alors, c'est vrai c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément voulu aborder ou on ne s'est pas trop étayé sur cette question-là. On est parti bien en tête sur l'idée que tout le monde connaissait un petit peu les design systems, mais ça rejoint un petit peu ce que tu as évoqué, Charles, c'est-à-dire par moment, on a tendance à dire design system et le mot design system, c'est simplement UI kit. Qu'est-ce que vous dites justement quand quelqu'un confond un peu ces termes-là En gros,
le design system, c'est un vrai produit, c'est quelque chose que tu vas faire évoluer. Tu vas créer des cycles en fait, sur ton produit. Le UI Kit, en fait, moi souvent, je leur dis, c'est juste un fichier Figma, Sketch, même Photoshop, en fait, on s'en fout. Ouais, mais c'est pas ça qui fait que tu vas réussir à avancer, parce que tout à l'heure, je sais plus si c'est toi, David, qui parlait de la documentation. Mhm. Pareil, c'est quelque chose, on ne se rend pas compte, mais je me suis tapé des heures de documentation encore maintenant. Sans ça, c'est hyper compliqué. Tu balances une librairie avec 20 boutons à un designer. Ben, en fait, il sera lui-même arbitre de est-ce que je prends le bouton principal, secondaire, le bouton neutre. Donc le design system, en gros, il va tout englober. On aura la documentation sur les usages, sur les différentes variations, sur les comportements de ton composant, est-ce qu'il est responsive ou non. Euh, Derrière, tu as toutes les librairies côté dev en fonction des différents technos. Ça inclut aussi ton UI kit. En gros, le design system, moi, souvent, ce que je dis aux équipes, c'est que c'est juste l'évolution en fait, digitale des chartes graphiques. Et le UI kit, c'est un outil parmi tant d'autres qui sera répertorié dans ton design system. Ouais, il y a une question d'échelle aussi, je pense. Par exemple, sur un projet, sur un seul site, on peut peut-être pas parler de design system, parce que ça va être un wiki ou une librairie. Et après, si c'est pour une entreprise qui a plusieurs marques, on monte d'un cran. Donc, on parle de différentes marques, de différentes offres. On parle de guidelines aussi. Voilà, et puis, il n'y a pas forcément la partie tech ou la partie design. Donc, c'est un terme un peu bâtard, puisque dans le design design, il y a le mot design, et c'est vrai que souvent, on ne parle pas de la partie technique. Pour moi, c'est vrai que faire une UI-kit, c'est juste un fichier de design qui permet de créer des interfaces de user, d'UI. Et alors qu'un design system, pour moi, il faut fondamentalement à la fois la partie design et à la fois la partie tech. Et ça, c'est uniquement la partie livrée. Après, il y a un ensemble de règles qui sont liées, par exemple, à l'usage, à la manière dont est véhiculée la marque, comment on l'utilise, comme disait cher Antoine, un mode d'emploi aussi, parce que on peut donner un composant et les gens ils vont le transformer, ils vont l'interpréter et ils vont faire leur sauce et du coup ça perd tout l'ADN d'un design system par exemple. Ouais, c'est Carrément. ça, le UI-Kit, c'est une partie du produit. Et après, le produit, il peut y avoir énormément de choses dedans, hein. Il peut y avoir des exemples de maquettes, il peut y avoir plusieurs librairies JavaScript, il peut y avoir des web components aussi, des composants natifs, il peut y avoir énormément de choses différentes. Mais il y a aussi une autre partie qui est super importante autour du design system, c'est la notion de service qui est reliée à ce produit-là. Et comment on va accompagner les développeurs et les designers pour qu'ils l'utilisent correctement. Moi, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas énormément de gens qui lisaient la documentation quand on voit certains usages. Et en fait, on le sait, les personnes n'ont pas forcément le temps de le lire ou ils ne savent pas quelle bonne information ils peuvent trouver à l'intérieur de cette documentation. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'aller un petit peu au-delà, mais vraiment de les accompagner en leur montrant des exemples de ce qu'il faudrait en termes d'interface pour certains types de produits. Ou alors même, ça passe par des tutos Sketch, Figma pour des designers plus juniors ou des personnes qui sont en reconversion, qui passent d'un poste à un autre. Donc, faut aller au-delà de, je pense, juste la doc qui, pour moi, fait partie du produit mais il y a une partie service pour utiliser ce produit correctement. Pardon. Il y avait d'autres questions qui étaient autour des design systems multimarques. Alors, comment, la question la question que j'ai sous les yeux s'adressait plutôt à Adeo, mais Clément, toi aussi, vous gérez des marques multiples. Quelles sont les logiques que vous utilisez? Alors, à la fois peut-être sur les fichiers design, dev, mais aussi comment vous taclez justement la documentation pour des marques qui sont différentes et qui peuvent avoir des composants et des règles un petit peu différentes. Déjà, on va dire sur l'aspect technique, nous on utilise des design tokens, des tokens qui nous permettent aujourd'hui derrière avec des variables, tout ça, de switcher d'un thème à un autre. On a mis ça en place l'année dernière. On a fait pas mal de POC dessus.
Ça fonctionne. Derrière, on fait aussi des tests sur les différentes technos pour s'assurer que ça fonctionne bien. Derrière, en gros, moi, je passe mon temps à dire aux équipes qu'on n'est pas là pour faire décoller des fusées, que le genre de design qu'on peut voir, par exemple, sur Dribble, très souvent, c'est une perte de temps. Enfin, on voit des belles interfaces, mais qui en réalité ne sont pas forcément accessibles, pas utilisables. Donc, on essaie de penser nos composants de manière quand même assez générique. Et derrière, via les tokens ou le style, on peut quand même donner une certaine identité quand même à nos composants. Et derrière, après, on a fait beaucoup de tests. On a fait des POC, j'ai fait des ateliers aussi avec les équipes pour pouvoir switcher sur le thème d'ADO qui utilise une autre fonte, une autre couleur. Et on a testé en fait les produits et les outils internes pour voir un peu ce qui se passait si on consommait cette base qui avait été créée à partir de Leroy Merlin et en changeant les fontes et les couleurs, voir déjà ce qui se passait. Donc ça a hyper bien marché. Donc ça nous a permis d'aller vraiment d'aller plus loin aujourd'hui et de toucher pas mal de plateformes chez ADO. Et il y avait un autre sujet sur ça. Bon, je perds un peu le fil, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours, mais c'est beaucoup de communication, ouais. Échanger, tester. Ah oui, c'est ça, c'est au fur et à mesure, en fait, vous allez découvrir. Enfin, faut pas être trop dans l'attente et trop itérer, il faut aussi parfois se dire, allez, on y va, on teste, on verra. Et en fait, ça nous a permis aussi de découvrir des nouveaux use cases. Avant, on couvrait surtout Enfin, on a mis en place notre design system avec surtout des use cases e-commerce. En allant sur des outils collabs, souvent on nous a dit les composants sont trop gros, tout ça ne fonctionne pas. Donc ça nous a permis surtout de rajouter des nouvelles variations avec des nouvelles tailles sur nos composants pour couvrir le maximum de besoins. Aujourd'hui, c'est plutôt efficace en tout cas. Et les plateformes sont assez satisfaites de la variation ADO qu'on a mis en place. Ouais, moi, je voulais juste rajouter un truc, parce que je te rejoins complètement sur le fait de... ça sert à rien d'itérer trop de fois et d'attendre que le truc soit prêt, super propre et tout. Faut pas hésiter à balancer des trucs et voir comment ça prend. Nous, on a mis en place des partenariats avec une école de design où on fait bosser des étudiants. Et par exemple, là, on les a fait bosser sur des applications mobiles à redesigner. Et dans le lot d'applications, on a glissé 3-4 applications d'une autre sous-identité en fait, chez Airbus. Et nous, ça nous donne de la matière créative pour qu'on puisse après réutiliser certains éléments pour développer l'identité d'une sous-marque. Et après, de notre côté, nous, on utilise Sketch et le plugin Camilo pour faire un swap de thème pour passer d'une marque à une autre. Donc, on a un UI Kit Master, on a un fichier Sketch avec uniquement des layer styles et des text styles, et on le met dans Camilo et il nous génère un autre UI Kit avec des couleurs différentes. On a juste à remplacer le logo manuellement. Voilà. De notre côté, comment ça fonctionne pour la partie design. Et sur la partie dev, on est sur la même chose avec des tokens et un swap de thème. Voilà, comme chez ADO. Et peut-être pour aller plus loin sur cette question, je vois une question de Jules qui demande justement quand il y a certains composants qui sont spécifiques aux produits et aux marques, comment ça se passe? En gros, nous, notre code, on leur dit utilisez au moins les fondations du design system. Elles sont là pour vous aider. Derrière, c'est pas pour autant qu'on en fait, on bride vraiment leur créativité ou leurs besoins. On leur dit juste consommer les bases. Derrière, on sait qu'il y a des besoins spécifiques. Le design system ne pourra jamais répondre à 200% des besoins. Je pense que c'est quand même un peu utopique. Après, c'est un produit qui est évolutif. Donc, au fur et à mesure, on essaie de couvrir le maximum de besoins. Derrière, en fait, c'est énormément de support. On est beaucoup à l'écoute des équipes. J'ai vu aussi des commentaires passés où je vois quelqu'un dit le master, c'est Leroy Merlin, les autres sites en sont esclaves. C'est pas du tout ça. En gros, on a dû commencer quelque part. Donc, on avait Leroy Merlin comme référence. Derrière, en fait, on a fait pas beaucoup d'évolution aussi de nos composants en fonction des retours des utilisateurs qui consommaient du coup qui créaient les outils collab.
Donc, on a fait beaucoup d'évolutions derrière, on les a testés et toujours, on leur dit, en fait, c'est pas figé. Si besoin de faire évoluer le design system, on le fera. Après, peut-être que visuellement, ça répondra pas de suite à leurs besoins, mais au plus les gens consommeront le design system, au plus vous pourrez être flexible en fait demain pour faire évoluer vos chartes. Si les équipes vous disent on va pas le faire, ça répond pas à nos besoins, ils vont continuer en fait à avancer dans une autre direction. Derrière, en fait, via les tokens, pour ceux qui ont déjà mis ça en place chez eux, je pense que vous vous êtes rendu compte aussi de ça, c'est que ça peut être quand même très puissant jusqu'où on peut aller en fait juste en utilisant les tokens et en changeant derrière les différentes variables. Pas de choses à rajouter. Je me posais la question justement si je pense qu'on peut peut-être prendre une dernière question avant de prendre une dernière question, je vous invite aussi peut-être à mettre les sujets que vous aimeriez voir peut-être dans d'autres événements ou sur lesquels vous aimeriez partager. Et peut-être vous aussi, David, Charles et Clément, quels seraient les sujets en fait que vous auriez aimé voir, alors, soit maintenant, soit quand vous avez démarré sur ces sujets-là, design system, qui vous auraient aidé? Vas-y, Pierre. De mon côté, moi, ce qui m'intéresse à fond en ce moment, c'est les modèles d'équipe, la gouvernance, les modèles de contribution pour les designers, pour les développeurs, toutes les étapes, comment fonctionne le processus, les différentes tailles d'équipe, structures en fonction du type d'entreprise. Ça, c'est vraiment les sujets qui m'intéressent. Plus la partie équipe et humaine derrière cette aventure, en fait. De mon côté, c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de sujets qui intéressent beaucoup les designers, ce qui est assez, ce que je comprends, mais il y a peu de sujets en fait côté technique, et souvent l'onboarding des développeurs ou l'usage des développeurs est pas trop mis en avant. Donc c'est vrai que des sujets ou des talks sur le déploiement côté développeur, comment on fait face aux multiples techno front, des exemples de design system en web component. Je sais que Carbon ou Google ont commencé à faire des libres en web component. Voilà, donc des sujets plus sur la partie technique et pas uniquement le design, parce que le design system, c'est aussi pour moi un outil qui met en relation ces deux métiers qui parfois s'entendent, enfin même souvent pas très bien, ou se connaissent mal plutôt, je dirais. Et du coup, ça serait bien aussi d'avoir peut-être des témoignages de développeurs. Moi, j'ai plutôt un profil technique, donc je suis un peu un ovni, j'ai l'impression, dans cette sphère de design system. Donc, voilà, des sujets un peu plus techniques et puis, voilà, ce serait pas mal. Moi, de mon côté, alors, on est là pour parler de design system, mais j'ai l'impression de toujours dire ne mettez pas ça en place. Mais en fait, je trouve qu'on donne un peu trop de valeur parfois à ce type de produit, surtout depuis 2-3 ans. Et malheureusement, on le voit souvent en fait comme quelque chose qui est très facile à mettre en place et surtout impératif. Et comme on a pu le dire juste avant, c'est que c'est pas impératif et ça dépend surtout au final de vos besoins et des objectifs de la boîte. Et je pense que plus on rentrera dans le détail sur pourquoi il faut peut-être pas mettre en place un design system, ça aidera tout le monde en fait à éviter en fait de partir sur des sujets qui au final vont mourir au bout de 6 mois, 1 an. Pour échanger comme souvent avec des personnes qui travaillent sur ça, il y a énormément de design systems qui ont été mis en place qui sont morts au bout de 1 ou 2 ans. Parce que derrière, au final, ils n'avaient pas vraiment mesuré le besoin du design system. Ils ne se rendaient pas forcément compte aussi du temps que ça demandait pour le maintenir. Et au final, ces design systems mouraient dès que la personne qui était référente sur le sujet changeait de boîte ou de poste, par exemple. Yes. Ouais. Alors, peut-être une dernière question, je vais aller piocher dans. Je vois une question de Camille qui dit creuser le sujet du design system en marque blanche. Comment bien s'organiser dans la mise en place d'un DS? Quelles sont les structures, entreprises qui peuvent accompagner les équipes internes dans la mise en place?
Les emplois dans le DS, qui sont souvent entreprises. Pardon, ouais, c'est un peu longue la question. C'est des idées de sujets de conférence. Excuse-moi, ouais, en fait, je C'est pas l'avais une compris question. comme une question. Ouais, Allez, Euh, Clément, tu y réponds. allez, alors peut-être je sais pas, une dernière question. Tiens, par où commencer le design system sans entreprise? Alors, on entend souvent les mêmes choses. Est-ce que vous avez des réponses à ça? Comment commencer un design system après ce que vient de dire Charles? Tu commences Moi, par. moi, il y a une autre question, c'est, enfin, avant d'y répondre, il y a où va naître le design system aussi. ANJ, il est né à ANJ Digital, qui n'est ni NG IT, qui s'occupe de tout ce qui est réseau, informatique et autres, et qui n'est ni la marque ou la direction de la communication. Donc ça, suivant si vous êtes dans une entreprise très importante, l'endroit où va naître le design system et de qui vous êtes entouré, c'est important. Et puis bah, ensuite, quelles sont les premières étapes? Moi, ce que j'aurais fait il y a 3 ans, c'est mieux connaître l'entreprise dans laquelle j'étais, mieux connaître le terrain, ce qui avait déjà été fait, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et voir réellement Par exemple, si vous avez une boîte qui est majoritairement technique, bah, peut-être déjà s'harmoniser sur les technos ou s'harmoniser sur... Il y a peut-être un mec qui a déjà fait dans son coin une lib de composants, on n'en sait rien. Si la boîte, c'est majoritairement des designers, bah, se mettre déjà ensemble avec des designers, voir qui a fait quoi. Il y a peut-être des starters déjà, il y a peut-être des wikis, différents noms. Et voilà, vraiment prendre la température avant de se lancer parce que dès qu'on commence à faire un design system, il y a plein de gens qui veulent y travailler dessus à l'intérieur de la boîte. Donc, il faut être vraiment en accord avec ce qu'on veut faire. Ça y est, j'ai tué là. Clément, du coup, peut-être pas forcément à Charles, parce que Charles il va dire oui, on n'a pas besoin d'en. Non, moi, je te dirais si tu veux mettre en place cette initiative avant de commencer à faire quoi que ce soit, le premier truc qui peut être sympa, c'est déjà de faire un inventaire. Tu prends plusieurs screenshots d'applications un peu différentes qui est un peu partout dans l'entreprise et tu regardes s'il y a des besoins similaires. Alors, je pense qu'il y en aura, hein. Il y aura besoin de boutons un peu partout. Et tu regardes un petit peu comment sont faits les champs de formulaire, le header, est-ce qu'il est différent à chaque fois, le footer. Est-ce que tu as des pages qui sont récurrentes aussi sur certaines applications? Donc, par exemple, une page de résultats avec un moteur de recherche ou une fiche produit, par exemple. Et du coup, ça va t'aider à identifier des besoins qui vont être universels pour l'ensemble des applications. Et tu sais qu'à partir du moment où tu vas traiter ces composants-là, eh ben, tu vas répondre à une demande, en fait. Parce que les développeurs et les designers, ils refont ces composants à chaque fois, alors qu'ils pourraient juste les prendre, en fait, déjà tout fait, et les mettre dans leur maquette ou dans leur application. Donc, c'est, je pense, la première étape. Et puis, cette étape aussi, elle te permet de définir un scope. Donc, une petite roadmap au début où tu te dis, bon, bah voilà, du coup, j'ai identifié tout ça comme besoin universel. Donc, tu sais par quoi tu dois commencer. Et voilà, je commencerai par ça. Effectivement, c'est assez souvent ce qu'on entend. Les premières étapes, c'est la partie inventaire. Et inventaire, avant tout, design et peut-être dev. Justement, ça rejoint un peu ce que tu dis, David, sur bien savoir où est-ce qu'on atterrit et où est-ce qu'on est dans l'entreprise. Il y a juste un autre truc, en plus de l'inventaire. Alors nous, on a gardé un historique sur inventaire sur les composants. Pour ceux qui sont en train de mettre en place un design system, je vous conseille vraiment de garder des inventaires, des pages entières pour faire demain en fait un avant-après pour voir aussi le gain aussi quand même d'un point de vue qualité visuelle de votre site, comment vous avez pu aussi développer davantage en fait votre site via le design system. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à laquelle on n'a pas forcément pensé au début et ça nous aurait pas mal aidé aussi derrière pour derrière pas forcément devoir nous justifier sur pourquoi on a mis ça en place, mais c'est plus facile derrière de quand on voit l'état, on va dire, des composants avant et après, c'est assez révélateur en fait. C'est clair, garder un point de comparaison, je suis bien d'accord.
Alors, je vois qu'il est 14, du coup, je pense qu'on va clôturer le meet-up. En tout cas, merci à vous trois et merci à tout le monde pour les questions. Je pense qu'on pourra continuer les discussions sur le design system, le Slack Design System France. Et je posterai la vidéo sur YouTube une fois que j'aurai fait le montage. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions si vous avez envie de discuter de sujets plus amplement. Voilà. Merci à vous trois. Merci à tous. Merci bien, bonne Merci soirée. Victor. Passez une bonne soirée. Merci. Bonne Merci. soirée. Salut.